pratique de réutilisation et modèle. Les documents viennent souvent en série. On en crée plusieurs sur le même modèle. Des lettres, des rapports, des mémos, des fiches de synthèse, des notes de cours, des aides-mémoires. Dans une même série de documents, le contenu change, mais la charte graphique va rester la même. On aura donc besoin des mêmes styles, des mêmes entêtés pieds de page, des mêmes logos. Il ne vous viendrait pas à l'idée de tout refaire à chaque fois, bien sûr. C'est un des grands avantages du numérique. Vous avez d'ailleurs certainement développé des pratiques de réutilisation. Nous allons passer ici en revue les diverses pratiques qu'on peut envisager. L'objectif est de connaître l'éventail des possibilités et d'être en mesure de choisir laquelle on va adopter dans une situation donnée en pesant le pour et le contre. La première pratique intuitive consiste à dupliquer un document dont on a déjà bien travaillé la charte graphique, dans les règles de l'art bien sûr, en utilisant les styles, les masques, les choix de mise en page, bref, toutes ces choses qui font gagner du temps et permettent d'obtenir un résultat de qualité professionnelle. Alors on duplique ce document et on renomme cette copie qui va constituer notre nouveau document. La première chose à faire est bien sûr de supprimer tout le contenu. Que va-t-il rester ? Eh bien, précisément les styles et les choix de mise en page. Cette pratique est tout à fait acceptable et efficace. Cependant, on peut aller plus loin et créer ce qu'on appelle un modèle de document. Un modèle de document ressemble à un document ordinaire, mais son format est différent. Et cela se traduit notamment par une extension de fichiers spécifique. Par exemple, pour les textes, le format Open Document s'appelle Open Document Text avec l'extension ODT. Le format de modèle qui correspond s'appelle Open Document Text Template et porte l'extension OTT. Pour chacun des types de documents, on va trouver un format pour le document et un format pour le modèle de document correspondant. Mais que contiennent ces modèles ? Ils contiennent des informations de mise en forme et de mise en page, notamment les styles, mais pas le contenu du document. C'est plus ou moins ce qu'on obtient avec la procédure que nous venons de décrire, lorsqu'on duplique un document et qu'on en supprime tout le contenu. Alors pourquoi adopter la pratique des modèles ? Eh bien, cela va permettre de pallier certaines difficultés qu'on rencontre avec la première pratique. Supposons qu'en janvier, j'ai créé un document selon les règles de bon usage, bien sûr. J'ai donc créé autant de styles qu'il m'en fallait, j'ai ajusté la mise en page, bref, j'en suis satisfaite. 2 mois plus tard, je veux en créer un nouveau qui relève de la même série, une lettre par exemple. Je duplique le document, je supprime le contenu, je m'aperçois au fil de la rédaction que j'ai besoin d'autres styles auxquels je n'avais pas pensé. Peut-être qu'à ce moment-là, je n'en avais pas eu besoin. Je ressens peut-être aussi le besoin d'améliorer certains des styles que j'avais établis en janvier. Alors je vais procéder à ces ajouts et mises à jour dans mon nouveau document. Mais c'est dommage, car l'ancien document ne bénéficiera pas de ces évolutions. La pratique des modèles apporte une réponse à ce besoin. Elle s'organise en 2 phases. La création du modèle, puis son utilisation, à plusieurs reprises évidemment, au cours de laquelle on pourra le faire évoluer. Commençons par la phase 1. Pour créer un modèle, on peut tout à fait partir d'un document ordinaire bien conçu. On s'assure qu'il contient tous les styles utiles et on supprime tout le contenu. On pourra conserver des éléments de contenu qu'on considère nécessaires à chaque fois. Par exemple, une page de garde type, un résumé factice en page 2 avec l'intitulé résumé, pourquoi pas la table des matières si on considère qu'elle doit toujours être présente en page 3 ou en dernière page. Une fois ce document réduit à ce squelette, on l'enregistre au format de modèle correspondant. Par exemple, .ott pour un modèle de texte. La phase 1 est terminée. Passons à la phase 2. Maintenant, nous avons besoin de créer un document à partir de ce modèle. Nous allons tout simplement ouvrir le modèle comme si c'était un document ordinaire. Et là, surprise, un nouveau document est créé dont le contenu, les styles et la mise en page correspondent exactement à ceux du modèle. Ce document porte bien le format d'un document ordinaire, non pas celui d'un modèle. Chaque fois qu'on actionnera le modèle, cela produira un nouveau document prêt à l'emploi. Vous remarquerez au passage que si vous travaillez en équipe, vous pouvez communiquer le modèle à vos collègues pour que tout le monde utilise le même. Jusque-là, rien de bien nouveau par rapport à la pratique de duplication qu'on a présentée initialement.
Pour comprendre ce qui diffère, il faut comprendre que lorsqu'on crée un document à partir d'un modèle, le lien avec le modèle est conservé. Ainsi, si on modifie les styles du modèle, les documents qui en dépendent pourront bénéficier de cette modification. C'est pratique, non? Attention, si on change d'ordinateur, cela suppose qu'on promène le modèle avec soi, au même titre que le document. Alors, voilà une question qui vous taraude peut-être. Tous les documents que j'ai créés jusqu'ici, sans même connaître l'existence de la notion de modèle, quel modèle porte-t-il? Eh bien, pour le savoir, le mieux est de créer un nouveau document, avec la commande Fichier nouveau. Si on ouvre bien l'œil, on voit qu'on nous propose un certain nombre de modèles, parmi lesquels un modèle par défaut. Ces modèles sont déjà sur notre ordinateur. Ils ont été déposés lors de l'installation du logiciel. On peut nous proposer d'aller en chercher d'autres en ligne, car ça fait partie des choses que les gens partagent. Mais on peut aussi ajouter un dossier à cette liste dans lesquels nous stockerons nos propres modèles. Par défaut, le logiciel range les modèles dans un dossier aux côtés des autres fichiers utiles au fonctionnement du logiciel. C'est un endroit où nous allons rarement. Mais on peut ajouter un ou plusieurs autres dossiers, notamment si on souhaite créer ses propres modèles et se promener avec. Il suffit de trouver l'option du logiciel qui permet d'indiquer les chemins vers les dossiers où sont stockés les modèles. Alors il reste quelques questions pratico-pratiques. Comment faire pour modifier un modèle directement? On a vu qu'en ouvrant le modèle sans précaution particulière, cela crée un nouveau document. Il faudra donc utiliser une commande spéciale du logiciel. Par exemple, dans LibreOffice, la commande se trouve dans le menu Fichier, Modèle, Éditer. Pas très facile de s'en rappeler, mais en cherchant un peu, on le retrouve. Dans Microsoft Office, il suffit de faire Fichier, Ouvrir, et on va aller chercher le modèle là où il se trouve. Nous savons maintenant qu'un document qui dépend d'un modèle hérite des styles de ce modèle. Une question se pose, peut-on faire évoluer les styles du modèle sans éditer le modèle directement? En particulier, comment répercuter la mise à jour d'un style qu'on a réalisé dans un document particulier sur le modèle? Eh bien, cela diffère en fonction de la suite bureautique qu'on utilise. Pour la suite LibreOffice ou OpenOffice, cela passe par une boîte de dialogue Fichier, Modèle, Gérer, qui permet d'afficher pour chaque modèle et chaque document les styles qu'il contient. On a deux colonnes qui permettent d'afficher en parallèle les styles de deux documents ou modèles. Ici, ce sont deux modèles. On aurait pu choisir document ici. On peut alors, par simple glisse et déposer, faire passer un style de l'un vers l'autre. Pour la suite Microsoft Office, cela fait partie des paramètres généraux de chaque style. Lorsqu'on modifie un style dans un document, la boîte de dialogue d'accueil permet de choisir entre uniquement dans ce document ou nouveau document basé sur ce modèle. En choisissant le second cas, le modèle sera mis à jour pour refléter la modification qui a été faite dans le document. Attention, on voit qu'il va falloir y penser pour chacun des styles. Essayons de résumer les apports et les contraintes de la pratique des modèles. Parmi les apports, on peut aisément partager un modèle avec l'équipe qui contribue à la série de documents en question. On pourra faire évoluer le modèle et toute la série de documents évoluera aussi. Pour ce qui est des contraintes, eh bien, si on ne souhaite pas faire évoluer le modèle fréquemment, il n'y a pas vraiment de contraintes. En revanche, si on veut le faire évoluer, cela suppose non seulement d'emmener le modèle avec soi, mais aussi de prendre en main ces nouvelles procédures de mise à jour des styles dans un modèle que nous venons de décrire. Pour résumer et conclure, vous disposez donc de deux pratiques de réutilisation. La première, la pratique de duplication, est très simple. Et elle suffira dès lors que vous ne vous lancez pas dans une série importante de documents sur une durée longue et si vous n'avez pas besoin de partager la charte graphique avec d'autres personnes. La seconde, la création d'un modèle, est tout aussi simple si la charte graphique évolue peu. Et elle pourra donner lieu à une pratique plus complexe, mais qui se justifiera largement si vous avez besoin de diffuser efficacement une charte graphique ou si vous souhaitez la mettre à jour progressivement.